A-T-C-L-E-M-E-N-T-B-E-N-E-C-H. Comment j'ai failli louper le mariage de mon meilleur ami. Les faits remontent à juin 2016, j'étais alors à New York pour mon stage de fin d'études. Mon ami se mariait à Venise. Ça tombait bien, je n'avais pas le droit de rester plus de 90 jours de suite aux États-Unis avec mon visa. Hop, un pied en Italie. Et on revient. Et puis, il avait décidé de m'élever au rang de témoin, un honneur qui ne se refuse pas. Je devais passer 24 heures à Paris, puis prendre un EasyJet pour Venise. Je passe donc la nuit chez mes parents à Paris, et le lendemain vendredi, je devais prendre mon avion pour Venise à 18h30. La messe était le samedi matin à 11h. Or, bien entendu, le vendredi après-midi, je fais une sieste un peu trop longue à cause du décalage horaire, je prends un car Air France un peu trop tard, et il y avait une grève des éboueurs à Paris, donc les rues étaient congestionnées. Résultat, j'arrive à Orly à 18h05. Oh le con! Oh le con! Je passe mon passeport à la borne, me précipitant pour m'enregistrer, mais impossible. Enregistrement terminé. Je dis à un employé d'EasyJet que c'est une question de vie ou de mort, mais il n'est pas convaincu. Bref, j'ai raté l'avion. Le soir même, nous devions regarder tous ensemble avec les autres invités le match d'ouverture de l'Euro France-Roumanie. Je voyais cette chouette soirée vénitienne fondre devant mes yeux. Aussitôt, j'ai appelé mon ami pour lui dire que j'avais raté l'avion et que non, ce n'était pas une blague. Je te promets, lui dis-je, d'être demain à ton mariage en l'église Santa Maria del Miracoli, 11h en ma qualité de témoin. Giurato. Nous étions 4 témoins. Blablacar, rien. Autres avions, complets. Train de nuit partait un quart d'heure après de Montparnasse. C'est là que j'ai une idée de génie. Avec 6 heures de décalage horaire dans la vue et un entendement assez embouti, je me rends à l'évidence. Je vais louer une voiture et rouler toute la nuit jusqu'à Venise. Seulement 11 heures de route. Bien sûr, Clément. Je change donc de terminal pour rejoindre l'enseigne des loueurs de voitures, par chance me précipitant vers un destin hautement douteux, et arrivé à l'autre terminal, je passe devant le bureau de Vueling, compagnie espagnole low cost bien connue. Sachant pertinemment qu'ils ne vont pas à Venise ce soir-là, je repose la question par acquis de conscience. Non, on ne va pas à Venise, mais on va à Rome, me dit-on. Nous avons un avion ce soir à 21h30. Eh bien, mettez-moi en billet pour Rome. Là, raconté comme ça, on ne voit pas trop la tête que j'ai faite quand j'ai vu s'envoler le super plan à 120 balles aller-retour Paris-Venise avec EasyJet que j'avais trouvé. Parce que le Paris-Rome, je l'ai payé le double. Mais quand on aime, arrivé là, j'en étais à 15% de batterie sur mon téléphone. Et là, vous vous dites, vu le plan dans lequel tu t'embarques, il vaut mieux que tu trouves une prise, fis ça, et vous auriez raison. Mais c'est facile de juger après coup, hein. C'est comme être contre Hitler en 2018. J'arrive à Rome aux alentours de minuit et demi, or à cette heure-ci à Rome, les transports en commun de l'aéroport à la ville sont terminés. Je me mets donc en quête d'un taxi avec 2 Américaines rencontrées à l'aéroport. Ça va. Parce que mon idée de génie était de prendre depuis Rome le premier train pour Venise, comme dans la chanson de Thomas Fersen. Avec son chapeau, prendra le train pour Venise. Vous vous dites peut-être qu'à ma place, vous auriez cherché un avion Rome-Venise pour ne pas quitter l'aéroport. Et vous auriez raison. Un type propose de nous déposer dans le centre-ville pour 50 balles. On accepte. Bon, il avait l'air un peu louche. De fait, sur la route, il n'arrêtait pas de regarder dans tous les sens comme s'il était poursuivi. Je veux dire, pas comme quand on regarde les angles morts. Je sais conduire, hein, merci. Soudain, en plein milieu de l'autoroute, le type décide de s'arrêter et il se met à faire une marche arrière. Tout cela est rigoureusement authentique, je précise. Une marche arrière sur l'autoroute. Aussitôt, avec les 2 Américaines, on se met à lui hurler dessus. Sorry. Le mec pris en faute qui repart illico vers l'avant. La suite du trajet est assez tendue, on le guette tous les 3 de près. À un autre moment, il prend une sortie vraiment pas nette qui nous mène sur un chemin de campagne, puis après avoir attendu quelques secondes, il revient sur l'autoroute. Moyennant quoi, il nous dépose dûment devant l'auberge de jeunesse des Américaines où je capte un peu de wifi avec mes 4% de batterie et regarde le chemin à pied pour la gare, bien décidé à me planter devant pour ne pas rater le train de 6h30. Il est 1h30 du
matin. Ayant le trajet bien en tête, je marche dans Rome pendant plus d'1 heure, tirant ma valise à roulettes, ma veste de costard sur le dos, croisant de nombreux fêtards complètement bourrés et un chat aux yeux rouges luisant dans la nuit. C'est ma première fois à Rome. Je sais que Freud, que fascinait les civilisations antiques, a attendu ses 60 ans pour s'y rendre. Il dira d'ailleurs en y posant le pied qu'il croyait que Rome n'existait pas vraiment. 3 heures du matin ou presque, j'arrive devant la gare qui est fermée. J'espère bien y piquer un roupillon sur un banc en attendant le premier train. Mais en même temps, je crains de m'endormir et de refaire la même bêtise que quelques heures auparavant. Ce qui me fait renoncer à chercher un hôtel. Or, juste en face de la gare, une sorte de troquet de fin de soirée qu'on appellerait dans le jargon un bar de raclure est en train de fermer, bottant le cul au dernier poivron. J'arrive à attraper une dernière bière en bouteille avant la clôture du rideau de fer et me mêle à ces compagnons des mauvais jours à la Prévert encore assemblés devant. Ma valise et ma veste de costard me valent curiosité et questions. Je raconte mon histoire. C'est alors qu'Isaïe, si j'ai bien compris, un peu haïtien, un peu malien, un peu italien, casquette de baseball violette sur la tête et à peu près mon âge, me propose de l'accompagner à une soirée. Bien entendu, j'achète, comme dirait Franck Dubosc dans Pour toi public. Il ne parlait pas anglais, je ne parlais pas italien, il ne parlait pas français, je ne parlais pas haïtien. Bref, on s'est mis en route et il s'est mis à me chanter des chants religieux, puis à me dire des noms de joueurs de foot de l'équipe de France. Giroud? Yes. Ribéry? Yes. Benzema? Yes. Well, it's complicated. On marche une vingtaine de minutes jusqu'à pénétrer dans un bar anarchiste, pour autant que je pouvais en juger, assez clairsemé. Isaïe me demande de lui payer une bière, avec plaisir Sherpa, et on s'envoie 2 pintes. À peine assis, à peine la première gorgée bue, il se relève et va taper la discute avec un couple de gays accoudés au bar. Je me dis que le type est assez rude et plonge le nez dans mon livre, La vie intense de Tristan Garcia, par hasard. 1 minute plus tard, il pose devant moi une 2e pinte de bière qu'il s'était fait payer par les 2 mecs au bar pour me remercier. Drôle de pratique, mais pourquoi pas, le couple nous rejoint et Isaïe commence à rouler un joint pour nous 4. On est bien, non? On fume, on boit, on discute, enfin on baragouine avec Isaïe, mais étonnamment, un des 2 nouveaux n'arrête pas de mentionner la couleur de peau de mon guide. Because you're black and stuff, and the fact that you're black and all, gênant. Heureusement, Isaïe était totalement défoncé et il parlait à peine anglais. Finalement, le mec lâche, Actually, I don't like black people. Moi, oui mec, on avait deviné. Finalement, ce petit monde se réconcilie. Le 2e mec du couple pique la casquette d'Isaïe et fait un selfie avec lui. Moi, je reprends ma valise et je me barre. Salut la compagnie. Il était presque 5 heures du matin. Je traverse Rome au petit matin, souvenir inoubliable, la fraîcheur, la nuit bleue qui s'efface, un chien errant, et je parviens à la gare qui vient d'ouvrir ses portes. Je veux prendre aussitôt mon billet pour Venise. Le panneau d'affichage donnait le premier train à 6h30 avec 4 heures de route, jouable. Mais là, la machine prétend que le premier est à 8h30. Je commence à perdre patience et un type visiblement SDF le voit. Il propose gentiment de m'aider et m'emmène vers une autre machine de l'autre côté de la gare où, en effet, le premier train est disponible. C'est de la sorcellerie, me dis-je, mais je n'étais pas dans mon état normal. Je lâche de nouveau 100 balles pour mon train dans un gémissement. Et je patiente 1 heure en dégustant un bon petit déjeuner typiquement italien, un muffin au Nutella. Le train devait arriver à 10h30. Pendant 4 heures, j'essaye vainement de dormir. Je somnole un quart d'heure, je lis un peu et je n'ai plus une once de batterie. Impossible de prévenir le mari. On m'annonce un retard de 10 minutes. 1 heure avant l'arrivée, je vais me changer dans les chiottes d'1 mètre carré. Boutons de manchette, chaussures en cuir, chemise presque repassée. Hop hop hop, très pratique. 10h40, arrivée en gare de Venise. Il fait une chaleur de dingue ce jour-là à la Cité des Doges. Et c'est bourré de touristes. À peu près comme un samedi en juin, quoi. Et c'est là que ça devient super drôle. Je ne peux pas regarder sur mon phone où est l'église. Je crois juste me souvenir que c'est près du Rialto. C'est un pont avec plein de marches, si tu connais pas. Alors je me mets à courir dans Venise en suivant les panneaux Rialto. Oui, parce que normalement dans ces cas-là, on arrive à la gare, on haile un taxi et on lui dit comme dans le film, si je suis en retard, je suis un homme mort, si je suis à l'heure, vous êtes un homme riche. Sauf que c'est Venise, donc il n'y a pas de taxi en fait. Donc, je cours. Il fait tellement chaud que je dois enlever ma veste au bout de 5 minutes. Ma chemise devient vite transparente de sueur en mode Manuel Valls. Je cours avec ma veste dans une main et ma valise dans l'autre, prise par la poignée. Je veux dire qu'elle roule pas. Vous l'avez. Et que je te pousse tous les touristes pour aller plus vite. Je ne me suis jamais autant excusée que ce jour-là de toute ma vie. Sorry. 11h, j'arrive au Rialto. Techniquement, je suis maintenant en retard puisqu'il est établi que mon ami ne se marie pas sous le Rialto. C'est là son moindre défaut. Je traverse le Rialto, sorry, etc. On monte les marches et on redescend. Je demande à une vendeuse de bondieuserie si elle peut m'indiquer l'église Santa Maria dei Miracoli. Bien sûr, me dit-elle, de l'autre côté du Rialto. Moi. C'est là que vous vous dites, pourquoi n'a-t-il pas demandé avant
de traverser ce foutu pont. Facile de faire les malins derrière votre écran, c'est tout ce que je vais dire. Une fois le pont retraversé, c'était pas vraiment évident. Il fallait suivre un entrelac de rues un peu compliqué dans une boutique de chapeaux. On me montre l'église qui porte bien son nom sur une carte. Et à 11h15, je finis par l'apercevoir au bout d'une ruelle. Et je m'immisce dans l'église, complètement à bout de souffle et débraillé, me fous au fond pour me faire oublier et cache ma valise sous un banc. C'était bien qu'il finit bien. Sauf que c'est pas terminé. Le prêtre italien officiait dans sa langue et je voyais mon ami et sa future femme assis de dos en haut d'une sorte de promontoire qu'on rejoignait par un escalier d'une 20aine de marches où l'autel se trouvait. Pardon, mon vocabulaire religieux fait défaut ici. De chaque côté de l'autel, surélevé comme je l'ai dit, on trouvait un balcon. S'y trouvaient d'un côté les témoins de la femme et de l'autre les témoins de mon ami que je ne connaissais pas. Sauf qu'ils étaient 4. Nous devions être 4 témoins. Or, 4 plus 1 égale 5, pas 4. Je me dis alors que j'ai mal compris, ce qui ne serait pas une première. Quelques minutes passent avant que le prêtre demande aux témoins de se lever. Aussitôt je sors de ma pénombre, traverse la nef et me fais défavorablement remarquer en montant l'escalier. Pour rejoindre les autres témoins, je dois passer juste à côté de mon ami qui ne m'avait pas vu arriver étant de dos. Et me voyant passer, il me dit « Ne viens pas ». Je me dis encore que j'ai mal compris, il a dû dire autre chose. Je m'assieds derrière les 4 autres garçons qui attendent qu'on les appelle. Ce sont d'abord les témoins de la femme, viennent les hommes, le prêtre appelle 3 noms, qui se lève. Ne reste que moi et un autre type que je connaissais un peu. Le prêtre appelle alors Clemente et mon voisin, dont je savais pertinemment qu'il s'appelait Alexandre, de se lever pour répondre au prêtre avec insolence « Clément, signore ». Et il marche sans trembler vers le registre pour le signer en face du nom Clément Bénèche. J'apprendrai plus tard que mon ami, ne voulant pas être mal vu du sévère prêtre, n'avait pas osé lui dire qu'un de ses témoins manquait et il a désigné un homme de paille à ma place. Je vous passe le reste de la journée, ma sieste dans un dortoir avec des Chinois qui téléphonaient, mon discours pendant le dîner avec 2 petites heures de sommeil dans le nez, la soirée poursuivie jusqu'à 5h du matin, la place Saint-Marc vide et la belle mariée. Sachez seulement, si vous passez un jour par une petite église vénitienne et voyez mon nom dans un registre, que la signature n'est pas la mienne. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour une cerise. Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle